Dans la vie, certaines personnes se dépassent pendant que d'autres se font dépasser. Bienvenue sur Obsession Progression, le podcast des compétiteurs qui sont obsessifs de l'amélioration. Je m'appelle Nathan Delacoste, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports extrêmes. J'accompagne surtout des athlètes internationaux comme les skieurs et snowboarders en équipe de France. Dans ce podcast, je partage les coulisses des séances et des prises de conscience avec l'intention d'emmener votre mental au plus haut niveau en entraînant l'humain derrière la machine. Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours d'avant-match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready to Rock. Dans cet épisode, je voudrais te faire une confidence personnelle qui va te servir si parfois tu prends plus de plaisir à l'entraînement parce que tu as l'impression de pas progresser ou d'être en dessous de ton niveau. J'aurais te parler de ce que j'ai vécu ces dernières semaines, ces derniers mois, pour que tu comprennes qu'est-ce qui se passe pour moi, qu'est-ce que j'en ai appris, quel regard je porte dessus en tant que coach mental et que tu vois, toi, comment ça peut t'aider. Alors, tu sais sûrement, moi je suis passionné de sport extrême et ce que j'adore faire, c'est essentiellement du snowboard. Il y a une saison pour ça, l'hiver, et du wakeboard. En wakepark, donc quand il y a un lac avec un câble où ça tourne en rond, un peu comme c'est un téléski nautique en fait. Les gens font d'habitude du ski nautique là-dessus, c'est pas tracté par un bateau, c'est tracté par un palonnier, là, un bout de bois. Et puis il y a des kickers autour du lac, des barres de slide, bref, c'est très amusant. Et la façon dont on pratique ça, c'est comme avec un snowboard au pied en fait, donc c'est très proche du snowboard. Sauf que quand tu tombes, c'est dans l'eau, c'est cool. Si tu connais pas, tape wakeboard sur Google et tu vas comprendre. Et donc, ce que j'adore dans ces sports extrêmes, c'est évidemment la sensation que ça procure, et notamment une double sensation. Il y en a une, quand tu plaques un nouveau trick que t'as jamais mis avant, c'est incroyable. C'est comme si d'un coup, t'avais un outil de plus dans ton bagage. C'est comme si tu pouvais te voir accomplir quelque chose. Tu sais, un peu comme quand, en muscu, tu mets 1 kilo de plus que la semaine dernière. Là, à chaque fois que tu plaques une nouvelle figure, c'est comme si t'avais mis 10 kilos de plus. Enfin, ça dépend c'est quoi la figure, mais tu vois, c'est assez incroyable cette sensation de se sentir progresser, de voir que t'es capable de faire des choses que tu faisais pas avant. Parce que dans le reste du quotidien, on se rend pas forcément autant compte de ça que dans ce monde du sport et du sport extrême où il y a un moment donné où tu sais pas faire une figure et le moment d'après où tu sais la faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et puis, il y a cette autre chose que j'adore, c'est que quand tu sais faire des figures d'un assez haut niveau, tu prends beaucoup de plaisir, en fait, à les faire. De la même manière qu'au tennis, quand tu sais bien taper dans la balle, c'est agréable la sensation dans le bras, c'est agréable ce que ça fait. En fait, dans la plupart des sports, une fois que t'es bon dedans, tu prends plus de plaisir. Ce qui encourage d'ailleurs les gens à continuer de faire sans arrêt le même sport et à se spécialiser. C'est pareil que dans le monde professionnel, plus on est bon à quelque chose et plus on y prend du plaisir, c'est un peu un basique. Sauf que, des fois tu recules, des fois ton niveau il recule. Et c'est ce qui m'est arrivé quand, en janvier 2022, j'ai fait la plus grosse blessure de toute ma vie, c'est-à-dire que j'ai eu 8 mois d'arrêt après avoir défoncé mon pied, je sais pas quel autre mot utiliser, tellement j'avais d'arrachements osseux, d'impaction tibia-talus, d'entorse, de problèmes avec mes ligaments, bref, ça m'a duré 8 mois à avoir des douleurs et d'arrêts sportifs presque complets, voire totalement complets pendant des mois, et puis 1 an avant de enfin ne plus avoir de douleurs. Et donc quand j'ai repris le wakeboard cette année, plus de 1 an et demi en fait après la blessure, je l'ai repris en plus après une luxation de l'épaule, donc autant te dire que quand mon pied allait enfin mieux, finalement dans un sport qui t'arrache les épaules, parce que c'est le principe du wakeboard, ça devenait dur de le pratiquer avec une épaule en moins sur laquelle je pouvais pas vraiment tirer, m'appuyer, etc. Et du coup j'ai eu cette période où pendant des semaines, il se passait ce truc assez désagréable en moi de, à la fois, je raidais à un niveau trop bas pour pouvoir vraiment prendre du plaisir. Alors évidemment au début, c'est agréable de faire des tours de lac, de remonter un peu sur le wakeboard. Mais finalement, assez rapidement, quand auparavant t'as eu un niveau élevé, élevé dans mon langage, je suis pas en coupe du monde de wakeboard, mais dans ma perception, quand avant j'avais mon niveau élevé et qu'ensuite je retourne à un niveau beaucoup plus moyen par rapport à mon niveau d'avant, c'est dur de prendre du plaisir à faire des tours de lac, alors qu'avant je pouvais mettre des 5-4 et plaquer des têtes en bas et me faire vraiment plaisir avec ça. Et du coup, je me suis retrouvé dans une période difficile pendant laquelle, en étant en dessous de mon niveau, j'avais du mal à prendre du plaisir. Du coup, j'avais même du mal à aller jusqu'au wakepark. Et j'y allais, mais en fait, quand j'étais là-bas, c'était dur aussi d'être en énergie, parce que si finalement, tu fais des tâches qui sont trop faciles pour toi, en gros, même si j'étais un peu blessé parce que je revenais de ma luxation d'épaule, j'avais pas de douleur, et du coup, juste pour pas me blesser mon épaule à nouveau, parce qu'elle avait pas totalement fini de récupérer, je raidais en dessous de ce que je suis capable de faire. Donc tu vois, c'était pas très stimulant. C'est comme si t'étais à un jeu où t'es capable de jouer au niveau 30 et à la place tu joues au niveau 10 parce que t'as pas le droit de jouer au niveau 30, ta kiné t'a interdit de jouer au niveau 30 par exemple.
Et donc, ça, c'est le premier truc qui me posait vraiment problème, et je pense dans lequel tu peux te reconnaître si t'as déjà été un sportif blessé, et voir à quel point c'est dur d'être en dessous de ton niveau et comment ça limite le plaisir. Et du coup, si t'as envie de dépasser ça, ben, écoute bien la suite de ce podcast, parce que je pense que j'ai quelques prises de conscience qui peuvent vraiment aider. À ce moment-là, j'étais même en mode à douter, tu vois, de mon envie de faire du wake, en fait. Mais j'avais une petite flamme quand même à l'intérieur de moi qui dit, putain, ça fait quand même des années que t'aimes le sport extrême, que tu prends ton forfait saison dans ce sport-là, que t'adores ces sports où il faut faire des figures, du freestyle et tout. Ça serait quand même bizarre que du jour au lendemain, tu n'aimes plus ça. Mais j'en étais venu à avoir des doutes. Et à côté de ça, j'avais un autre truc qui me posait problème dans ma tête, c'est que vu que je me présente auprès de vous en étant fan de sport extrême, que je le pratique moi-même, et que c'est une des choses que les athlètes de haut niveau aiment quand ils viennent bosser avec moi, et qui font du snowboard, du ski de boss, du ski alpin, bref, toutes les disciplines un peu sport de glisse, sport extrême, et bientôt des surfeurs et des skateurs, j'espère. Et les Jeux Olympiques qui arrivent, appelez-moi les surfeurs et les skateurs, j'ai envie qu'on passe ensemble. Je disais, comme je me présente auprès de vous en disant que je fais du sport extrême, que j'adore ça, et ben, c'était pas mal de friction à l'intérieur de moi de voir que finalement, j'étais plus en train de me dépasser, j'étais plus en train d'apprendre de nouvelles figures. Je me mettais une forme de pression avec ça, en fait. Comme si, ben, pour être qui je dis que je suis, alors je devais envoyer du gros sur ma planche. Ce qui pose à cet endroit-là un double problème. Je me suis fait coacher sur le sujet pour pouvoir le dépasser. Un premier problème qui est que quand tu exiges de toi d'être en train de te dépasser, alors que concrètement tu peux pas, parce que ton corps te le permet pas ou que en gros ta kiné te l'a interdit, c'est un peu comme exiger de toi de courir vite aux 100 mètres alors que t'es en fauteuil roulant. C'est ce qu'on appelle une ambition irréaliste. Et c'est chouette d'avoir de l'ambition, mais si c'est irréaliste, ben, tu vas juste être malveillant envers toi et te torturer avec, quoi. Et donc je peux voir qu'à ce moment-là, j'ai un peu fait ça. Mais l'avantage d'être coach mental, c'est que j'ai remarqué que j'étais en train de faire ça à moi-même, et donc plutôt que de passer 2 ans à me faire ça et m'en vouloir, ben je vais me faire coacher là-dessus. Comme ça avance. Dédicace ici à ceux qui mettent 2 ans avant de commencer à s'intéresser à régler les problèmes qu'ils ont. Je pense que d'ailleurs c'est une prise de conscience que j'ai eue avec la préparation mentale, c'est comme si une grande partie des problèmes que j'ai aujourd'hui par rapport à ceux que j'avais avant, on va dire une partie, je suis capable de les résoudre maintenant tout seul grâce aux outils que j'ai. Et puis les choses plus costauds qui m'arrivent et qui sont vraiment lourdes, difficiles, etc., que j'arrive pas à résoudre tout seul, bah au lieu d'attendre des mois ou des années que ça passe, maintenant j'ai compris, je vais me faire aider et ça passe beaucoup plus vite. Donc je pense que c'est aussi ça l'intérêt quand tu connais la préparation mentale. C'est pas forcément de pouvoir tout résoudre toi-même, mais c'est aussi de savoir à quel moment tu fais face à un truc, un obstacle sur lequel, si tu prends de l'aide, tu vas avancer beaucoup plus vite. Et aujourd'hui, moi, j'ai plus d'ego comme je pouvais avoir avant et comme ont beaucoup de sportifs avant. Ah, il faut y arriver tout seul pour réussir, pour être fort, pour être solide. Maintenant, j'ai surtout la volonté d'avancer beaucoup plus vite et de dépasser les problèmes que j'ai plus vite et d'aller plus loin. Et donc pour ça, ben, quand je bloque face à un truc, je me fais aider, sans attendre. Ou presque sans attendre, j'aimerais pouvoir aller encore plus vite avec ces prises de conscience à propos de moi. Et donc il y avait une autre prise de conscience au-delà de ce truc de en fait je leur dis que je suis un gars qui fait du sport extrême, mais bah là en ce moment je suis pas en train de me dépasser parce que je suis bloqué et que ça faisait de la friction pour moi. L'autre truc c'est aussi de remarquer que quand je me dépasse dans le business, parce que j'essaye de faire progresser mon entreprise, parce que j'essaye de progresser dans les coachings, que je dédie beaucoup de temps à me former pour devenir un meilleur coach, et surtout beaucoup d'énergie mentale à pouvoir mieux accompagner les athlètes et les entraîneurs, ben en fait, finalement, tout ce focus que je mets là-bas, j'ai tendance, quand j'arrive sur le lac, à en être, le mot, c'est pas vidé, mais ouais, si, c'est un peu comme si tu avais une batterie de focus que tu peux mettre tous les jours, et si tu t'es déjà dépassé ailleurs, ben ça devient dur de se dépasser à cet endroit-là. Et du coup, j'ai compris que je pouvais pas forcément attendre de moi d'être en train de me donner à fond au boulot et puis ensuite d'arriver sur le lac et de pouvoir aussi me donner à fond, prendre des risques, etc. alors que je le fais déjà au travail. Je crois sincèrement que c'est dur, ou en tout cas pas possible pour moi, malgré de très belles intentions, de faire ça tout le temps sans arrêt. Et du coup, y a une idée du coach qui m'a pas mal inspiré, tu vois, c'est de choisir après tout où est-ce que ça compte le plus pour moi de me dépasser. Et franchement, aujourd'hui, c'est plutôt dans le milieu professionnel que dans le wakeboard, parce que j'adore progresser en sport extrême, mais ce qui compte pour moi, c'est surtout d'avoir beaucoup d'impact auprès des gens que j'accompagne et de vivre ma vie avec un métier passionnant. Et donc pour ça, j'ai envie de me dépasser au travail. Et du coup, parfois en tant qu'athlète, tu sais, on a différentes choses qu'on se sent obligé de faire. Je pense aux jeunes athlètes que j'ai accompagnés, qui sont en Pôle France notamment. Et des fois, ça va être difficile pour eux, pour vous, de vous dépasser à la fois à l'école, de vous dépasser à la fois pour organiser du temps avec votre famille, pour passer du temps avec vos potes, pour tout donner à la muscu, pour tout donner sur les skis,
ou pour tout donner en tout cas dans votre discipline. Et je crois qu'à un moment donné, ça va inciter aussi à faire le choix de qu'est-ce qui compte le plus. Et je suis pas en train de dire que vous devriez arrêter l'école si votre rêve c'est de devenir sportif professionnel. Mais par contre, mener tous les combats sur tous les fronts en même temps, c'est souvent un moyen de pas gagner de combat. Et c'est comme ça que beaucoup de sportifs se retrouvent à faire moins de soirées avec leurs potes, parce qu'ils comprennent que je peux pas investir à la fois mon temps à fond avec les potes, et à la fois avoir plein d'énergie le matin pour aller faire mon métier de skieur de haut niveau, qui est de me préparer physiquement, par exemple. Du coup, quand j'ai eu cette prise de conscience pour moi sur, ok, c'est quoi l'endroit où c'est le plus important pour moi de progresser, de me dépasser, et que c'était le côté professionnel, en fait, ça a enlevé de la pression sur le wake. Et finalement, après, j'en parlais à ma kiné, à Elia, si tu m'écoutes, et elle m'a dit ce truc qui m'a bousculé à un moment donné. Et en fait, sur le coup, j'en ai un peu voulu, mais encore une fois, tu sais, il y a ce que tu vis dans le moment, dans l'instant, et puis quelques secondes après, ou quelques minutes après, ou heures après, selon la vitesse que tu as. Il y a mon côté coach mental ou le tien, ton futur côté coach mental à toi, parce que j'essaie de développer un coach intérieur chez les athlètes que j'entraîne, et peut-être chez toi si tu m'écoutes, tu vois, d'avoir cette version de toi qui est capable de prendre un peu de recul sur ce qui t'arrive pour observer, analyser ce qui se passe. En fait, au moment où Elia me dit un truc genre « Ouais, toi, ça fait des années que tu fais des tricks engagés, dangereux, mais du coup, sur les tricks qui sont pas dangereux, mais qui sont extrêmement techniques, ah ça, t'es naze. T'es complètement naze. Et sur le coup, ça m'a fait mal qu'elle me dise que j'étais naze à ce type-là de tricks. Et j'y ai réfléchi, parce qu'après, tu sais, en fait, en préparation mentale, on dit que s'il y a un truc qui te touche, qui te fait du mal, c'est que ça te concerne. Souvent, je dis aux athlètes que finalement, autour de nous, il y a comme un bouclier, et s'il y a des flèches qui passent à travers notre bouclier, tu sais, comme dans les jeux vidéo, où avant, je sais pas, je jouais à World of Warcraft et ça t'as ce personnage qui a une espèce de bulle de protection autour de lui, le paladin il s'appelait. Et s'il y a une flèche qui traverse le bouclier de protection et qui vient te toucher, s'il y a un trou dans ton bouclier, si ça fait mal, en fait, ça veut dire qu'il y a un trou dans ton bouclier. Et donc, à ce moment-là, quand Elia, elle me dit ça, plutôt que de me dire, ouais, c'est sa faute, elle est méchante, je me regarde et je dis, comment ça se fait que ce truc-là, ça te touche? Et en effet, je pense que dans cette dimension-là du sport, donc en jib et sur les... Comment décrire ça à des gens qui sont pas spécialistes de l'activité? Parce que si je te parle de board slide et de nose press et tout, ça te parlera pas forcément. Je veux dire, en fait, c'est à propos de comment rendre des mouvements moins engagés, moins risqués, tu vois, plutôt des plus petits mouvements, des plus petites figures, comment les rendre plus stylés, et notamment en étant capable, par exemple, de positionner sa planche d'une certaine façon, son corps d'une certaine façon. Donc il ne s'agit pas ici de prendre plus d'amplitude ou de faire des figures plus dangereuses en mettant la tête en bas, etc. Mais plutôt d'avoir des angles pour le corps qui sont un peu plus durs à prendre et plus jolis. Bon, voilà, ceux qui font du freestyle, vous me comprendrez. N'hésitez pas à me dire comment vous en parleriez à ma place, parce que c'est pas facile d'expliquer ça aux non-initiés sans leur montrer des photos. Et donc, à ce stade-là, grâce à ce qu'elle m'a dit, j'ai pu regarder le fait que, tiens, si ça me faisait mal, ça devait me concerner un peu. Et peut-être que je pensais ça de moi aussi à propos de ces figures. Et alors là, il s'est passé un truc étonnant, c'est que je me suis dit, en fait, vu que je reviens de blessure, et que un des trucs qui me gêne là à me dépasser dans ce sport, c'est que après avoir eu la plus grosse blessure de ma vie, j'ai pas immédiatement envie, alors que c'est pas mon métier sportif de haut niveau, tu vois, j'ai pas immédiatement envie de retourner envoyer du gros et de reprendre le risque maintenant de me faire mal, très mal. Et du coup, à la place, ce que j'ai été faire, c'est aller travailler ces plus petites figures-là, ces figures moins risquées mais plus, on va dire, stylées. Et tu sais quoi? Le plaisir est revenu. Parce que du coup, finalement, sans prendre de risques, de risques énormes, je pouvais me voir en train de progresser. Je pouvais, et je peux récemment, là, à chaque séance que je fais, être en train de plaquer de nouveaux tricks, être en train de découvrir des choses que je savais pas faire avant et d'être capable de les faire maintenant. Et ça devient tellement agréable. Et au final, j'ai mis le doigt dans l'engrenage. Et maintenant que je suis en train d'apprendre de nouvelles figures et de reprendre du plaisir à faire ces choses et de revoir mon niveau qui monte, etc., je sens qu'à l'intérieur, là, ça réveille la flamme d'aller faire des plus gros trucs. Et surtout, la flamme de « putain, c'est trop bien le wakeboard, j'ai envie d'aller en faire ». Et j'ai aucun doute sur le fait que ce sport me plaît trop, tu vois. C'est comme si vraiment la flamme, elle est revenue. Et c'est revenu parce que j'ai été travailler un truc que je travaillais pas d'habitude, qui avait un angle complètement différent de ce que je faisais. Et c'est ça que j'aimerais te transmettre comme idée dans ce podcast, c'est que cette idée, j'aurais probablement pas eu sans que Aelia s'adresse à moi de façon très directe, et que ça m'ouvre les yeux sur toute une dimension du sport que j'avais pas pratiquée. Donc la question que j'aimerais te poser à toi, c'est la suivante, c'est si en ce moment,
t'es en retour du blessure ou je sais pas quoi, et il y a un truc sur lequel tu rames et t'es pas à ton niveau d'avant et ça te frustre, comme pour moi, regarde, c'est quoi la dimension de tes performances que tu pourrais travailler, mais que tu travailles pas là déjà. Et pour beaucoup d'athlètes, ça va être un moment sur lequel ils vont pouvoir se concentrer sur la nutrition, sur la préparation mentale, ou par exemple sur autre chose en préparation physique, puisqu'ils ne peuvent plus pratiquer comme avant. Alors moi, tu vois, j'ai pu le faire dans le côté technique du sport, où finalement, avec mon épaule, je pouvais pas faire de gros trucs, mais j'ai pu faire de plus petites figures, notamment avec l'autre bras, et progresser à ces figures-là, en mettant du style dedans. Du coup, toi, demande-toi, si aujourd'hui il y a le truc que tu veux vraiment faire, tu peux pas exactement le faire comme tu voudrais, c'est quoi les autres endroits super importants, super intéressants pour tes performances, que tu pourrais aller bosser? Et peut-être pratiquer ton sport d'une façon un peu différente. Tu vois, par exemple, au tennis, il peut arriver que jouer des coups droits, ça fasse mal, mais jouer des revers, ça fasse pas mal, et du coup, c'est peut-être un moment pour aller bosser plus sur ton revers. Nous, on a souvent ça en wakeboard où tu chopes une tendinite à un bras à force de tirer dessus, et du coup, ça t'amène à bosser tes figures qui se lancent avec l'autre bras. Et d'essayer, en fait, encore une fois, de faire de ces galères qui t'arrivent une opportunité et d'en profiter, comme si tu pouvais, en fait, juste suivre la vague qui, de toute façon, déferle sur ta tronche, mais d'essayer de surfer cette vague-là plutôt que de ramer contre. Et en fait, quand j'étais en train de faire du wakeboard auparavant, en me disant bon sang, je suis pas en train de me dépasser, je suis pas en train d'apprendre de nouvelles figures engagées, et que j'étais en train de ramer contre la vague de toute façon tu peux pas, tu reviens de blessure. À ce moment-là, c'était juste dur, c'était juste de la friction. Alors que si je regarde cette vague qui de toute façon est en train de déferler, qui de toute façon me dit là tu reviens de blessure, tu peux pas envoyer des tricks très engagés, et même la kiné te l'a pas recommandé, à la place, je peux me poser la question, ok, ce serait quoi surfer cette vague-là? Et dans mon cas, t'as compris ce que ça a été. Moi, je me demande, dans ton cas à toi, si t'as arrêté de ramer contre cette vague et que t'en profitais plutôt pour la surfer, qu'est-ce que tu changerais? D'ailleurs, c'est aussi une question intéressante à se poser en avance. C'est-à-dire, avant même d'avoir un problème, dire, tiens, là, si je pouvais plus faire ça, qu'est-ce que je ferais? Ce qui fait que, crois-moi, quand le problème va arriver, tu seras beaucoup plus résilient, en fait. Parce que t'auras déjà préparé ton coup d'après. Un peu comme un joueur de poker j'ai mon ami Johan qui coach les joueurs de poker, les champions du monde à Las Vegas et tout, et peut-être même que dans les échecs ça te parlera plus, en tout cas moi je connais mieux les échecs que le poker, le but c'est quand même d'avoir un coup d'avance. Et du coup si t'es capable, avant même qu'on te coupe l'herbe sous le pied là dans ton projet, de savoir tiens si t'avais plus ça, comment tu te servirais de cette période, ça change des choses. Je te donne un exemple, souvent les athlètes, ils se disent tiens si je rate cette compétition, je serai pas qualifié pour aller à la prochaine. Donc ma vie est terminée, ça sera horrible, j'atteins pas du tout ce que je veux. Et évidemment, il y a de l'enjeu parce que c'est important pour nous, après tous ces entraînements, d'aller se qualifier pour cette compétition-là, et je comprends. Sauf que ça peut ne pas arriver. Et du coup, c'est intéressant en amont de se dire, ok, si le pire arrive et que je peux pas aller là où je voulais aller, comment je vais pouvoir bénéficier de cette période-là? Et au moment où dans ton cerveau, t'arrives à percevoir pas que les inconvénients de ce qui va t'arriver, ce qui peut t'arriver, mais aussi les avantages que ça a de faire face à ces inconvénients-là, il se passe un truc étonnant, c'est que du coup, il y a beaucoup moins d'enjeux, et en général, quand il y a moins d'enjeux, tu performes mieux. Un peu comme ce qui m'est arrivé, au moment où j'ai décidé de lâcher ce truc de je fais du sport extrême, donc il faut absolument que j'envoie des figures plus extrêmes et que je me dépasse. Quand j'ai lâché ce truc-là en me disant, en fait, ce qui compte pour moi, c'est de me dépasser dans le business, dans le coaching, d'être le meilleur possible à ça. Finalement, je suis retourné sur le lac, il y avait moins d'enjeux, et d'un coup, j'avais plus envie de tenter des nouvelles figures. C'est étonnant comment ça fonctionne la psychologie. Alors, j'espère que ce tour dans ma tête t'a aidé à mieux comprendre ce qui parfois se passe dans la mienne, même si évidemment, ce n'est qu'un podcast et des mots pour essayer d'expliquer ce qui se passe pour moi, et du coup, c'est forcément incomplet parce que tout ce qui est simple est faux et tout ce qui est complexe est inutilisable, et du coup j'essaye de transmettre comme ça en quelques mots ce qui s'est passé, même si bien sûr c'est plus complexe que ça, et j'espère que ça t'aide à mieux comprendre ta psychologie à toi, en t'aidant avec quelques questions comme ça, à ouvrir des portes, à aller regarder des choses, à creuser. Donc s'il y a quelqu'un que tu penses que cet épisode peut aider, parce que tu vois quelqu'un dans ton entourage en ce moment, peut-être même que c'est toi, qui ne peut pas faire ce qu'il voudrait vraiment faire, et qui a tendance à buter dessus, à frictionner dessus, alors peut-être qu'il aurait besoin d'écouter cet épisode. Tu lui envoies, et ou tu me laisses un avis super sympa sur Apple Podcast ou Spotify pour m'aider à faire connaître le podcast, ça serait vraiment cool. J'espère que tu écoutes ces épisodes gratuitement chaque semaine, et moi j'ai hâte de te retrouver déjà dans le prochain. Salut. On dit souvent que le mental c'est 70% de la performance à haut niveau, pourtant rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué.
Ma mission audacieuse, c'est d'aider le monde du sport à se transformer en profondeur et je veux faire en sorte que plus aucun coach ne passe à côté de la psychologie de ses athlètes. C'est pour accomplir ça que je crée une tonne de vidéos sur YouTube et des épisodes comme celui que tu viens d'écouter. Alors, je vais pas te demander d'inscrire de force tes amis au podcast et en même temps, si tu peux en parler à quelqu'un qui va l'adorer, quelqu'un à qui ça serait utile, ta recommandation elle signifie beaucoup pour moi. Si chaque auditeur en parle juste à 2 autres, l'année prochaine, on sera des milliers de fois plus nombreux avec l'obsession progression. Salut!